Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils dans votre vie personnelle et sportive. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, la préparation mentale, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de parcours remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre d'un triathlète que j'ai adoré. Il s'appelle Francky Batelier et c'est un vrai passionné. En effet, il a été 2 fois champion d'Europe de cross triathlon et 1 fois vice-champion du monde. Très jeune, il a le virus de la compétition. Il me le dira en antenne, mais Francky a aussi eu le syndrome de la seconde place, car pendant très longtemps, il se mettait ses propres limites et se mettait des barrières, et il s'empêchait tout simplement de gagner. Il a beaucoup travaillé son mental et vous allez voir, sa vision est vraiment différente. Je pense que c'est vraiment une des meilleures interviews que j'ai réalisées jusqu'à présent, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. Mais bon, une interview n'est jamais parfaite et vous le verrez, j'ai eu un petit souci de batterie au milieu de l'interview et nous avons eu une légère interruption, mais on a pu reprendre tout de suite, donc rassurez-vous, rien n'a été perdu. Juste avant de commencer, je vous adresse 2 messages. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, parlez-en autour de vous, notamment à vos amis sportifs. Si vous avez Instagram, pensez à faire une petite capture d'écran et à la mettre en story en me taguant, ça me permettra de savoir quel est votre épisode préféré. Je vous rappelle aussi que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. J'ai également créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est tout simplement le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, des lectures, des films, mais aussi des conseils matériels ou des conseils de préparation mentale. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne vis pas encore du podcast. Je suis actuellement en discussion avec quelques sponsors qui pourraient bientôt venir mettre un petit peu de publicité. Ces sponsors ne regardent qu'une seule chose, les notes iTunes. Donc je remercie infiniment tous ceux qui en laissent, car vraiment c'est ce qui m'aide le plus. Nous avons dépassé récemment la barre des 100 et franchement je vous remercie car vous êtes incroyables. Si vous ne l'avez pas encore fait, franchement ça me ferait super plaisir que vous pensiez à prendre 30 petites secondes pour aller sur votre application Apple Podcast ou iTunes et me mettre une note de 5 étoiles, ça serait vraiment top. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, pas de souci, vous pouvez le faire avec le téléphone d'un ami. Allez, je ne vous embête pas plus et je vous laisse avec le super invité du jour, Francky Batelier. Salut Francky. Salut Barthélémy. Tu vas bien ? Bah ouais, plutôt bien. Ouais, j'attendais ce moment-là avec impatience parce que c'est vrai qu'on a fait connaissance il y a pas très longtemps. Voilà, une mise en relation avec un ami du triathlon il y a une vingtaine d'années, Hermano, et c'est vrai qu'on avait mis justement cette date-là ensemble, ce rendez-vous, et ouais, je suis assez excité à l'idée de commencer. Bah ouais, moi aussi, je suis très content de te rencontrer. Merci beaucoup d'ailleurs de m'accueillir chez toi à Rouen. Effectivement, tu l'as mentionné, Hermano, qui me présente toujours des super sportifs et des gens géniaux, donc je le remercie infiniment. Et la deuxième raison pour laquelle je suis hyper content, c'est que bah tu es entrepreneur comme moi, tu fais du triathlon, en tout cas tu en as fait beaucoup pendant plusieurs années, et je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont triathlètes, forcément étant donné que j'y suis passé aussi, donc je suis sûr qu'on va se régaler pendant ce petit moment ensemble. Je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer mes interviews avec une question qui est un petit peu la tradition sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors ça a commencé très tôt. Un de mes premiers souvenirs, c'est une course avec mon père, puisque pour la petite histoire, mon papa a toujours fait de la course à pied, il a toujours aimé mettre des baskets. Ça a été un runner des premières heures, parce que c'est vrai que dans les années 70, quand tu faisais de la course à pied en short sur un trottoir en ville, tu passais vraiment pour un extraterrestre. Aujourd'hui, c'est vraiment banalisé. Et du coup, il m'a transmis cette passion-là de la course à pied assez tôt. Et c'était sur un semi-marathon ou un 20 km près de chez moi, à côté de Pont-de-Mer, à Montfort-sur-Île exactement. Et dans son échauffement, il avait fait la course enfant. Il m'avait suivi sur un 5 km. Je devais avoir
8-9 ans. J'ai pas précisément, mais j'ai peut-être des souvenirs plus tôt, mais je pense vraiment à ce moment-là parce que j'avais partagé quelque chose avec quelqu'un et notamment mon papa que je voyais courir, que il faisait déjà des semi-marathons et pour moi c'était énorme quoi. Ouais, c'est lui qui t'a donné aussi le goût pour la compétition et d'autres sports. J'ai vu que tu avais fait beaucoup de sports étant jeune. Beaucoup de sports différents. Ouais, j'ai touché à tout. Bon, par la course à pied, mais j'ai fait plein de défis. Hein. Comme je dis souvent, je suis venu au triathlon parce que j'aimais sauter dans la piscine, au plongeoir. J'aimais courir avec mon papa. Et puis, j'ai très vite été sur un vélo. C'est-à-dire que si j'avais 100 mètres à faire, quitte à choisir, je prenais mon vélo, alors que ça aurait peut-être été plus rapide en marchant. Le temps d'aller chercher le vélo. Des fois même, pour aller à l'école, je devais aller à mon garage qui était à 400 mètres pour aller chercher mon vélo, alors que j'avais 600 ou 800 mètres pour aller jusqu'au collège. J'ai toujours été sur un 2 roues et aujourd'hui, je suis vraiment passionné de vélo. J'adore observer un vélo, j'ai toujours une roue dans la tête qui tourne. Ouais. Et donc ces souvenirs-là, évidemment, la compétition, je sais pas si c'est lui qui me l'a donné, mais en tout cas le sport, mes parents aussi, un petit peu ma maman, parce que ma maman a toujours fait beaucoup de fitness, a été très active. Elle est très fédératrice autour du sport. Elle était capable dans une petite ville comme Pont-de-Mer avec 10 000 habitants de remplir vraiment des grandes salles, de mettre 100 filles, puisqu'il y avait surtout des filles sur des cours de fitness, justement, alors qu'aujourd'hui on a du mal à le faire dans des grandes villes, de mettre 100 personnes à faire un cours de fitness. Ah ouais, ok, d'accord. Donc à l'époque c'était déjà une coach aussi plus ou moins et elle donnait des cours. Ouais, c'est ça. Elle aimait. Elle, c'était pas du tout. Elle est pas du tout compète, mais bouger, s'amuser par le sport. Elle a fait beaucoup de fitness. Elle a fait pas mal de formations. Elle n'en a jamais fait son métier. Ça a toujours été un moment uniquement de plaisir. Okay. Je pense qu'elle a jamais gagné d'argent avec ça. Elle a juste financé quelque part son matériel avec ça. C'était très associatif et mon papa, ça a toujours été pour le plaisir de courir avec les copains, d'aller au bout d'une course, de faire du mieux possible, sans spécialement avoir des ambitions autres que celles de s'améliorer. C'était pas une compétition vis-à-vis des autres. Moi, j'ai conçu le sport un peu autrement. C'était vraiment une compétition vis-à-vis de lui-même. Voilà, est-ce que je suis capable de faire un semi-marathon? Est-ce que je suis capable de faire un marathon? Ok. Et tu saurais dire à quel moment cette compétition avec les autres, à quel moment tu as pris goût et à quel moment t'en as fait un challenge? Assez vite avec mes enseignants. Je pense que mine de rien dans la vie, nos connaissances, les personnes avec qui on fait un bout de chemin, mes enseignants d'EPS à l'école m'ont influencé vers la compétition. Puisque j'ai très vite été en classe athlée, on appelait ça comme ça. J'ai très vite fait les crosses scolaires en 6e, en 5e, au collège, quoi. Ouais. Voilà, pour moi, l'année scolaire commençait en septembre et les crosses aussi. Il y avait le cross du collège, ensuite le cross du district. Le cross, c'était départemental puis académique. Et ça se passait bien au cross du collège, cross de district. Après, le niveau était vraiment élevé. J'ai pas eu de comment dire de gêne spécialement plus que ça où j'étais doué. Voilà, j'ai pas été doué, mais je pense que mes profs, et je pense à Monsieur Renaudot, notamment à Pierre-Marie Curie à Pont-de-Mer, peut-être qu'il y a des Normands et des gens qui nous écoutent qui sont justement de cette région-là, qui a beaucoup œuvré pour le sport scolaire, pour l'UNSS, et c'est vrai qu'il m'a donné envie. À l'heure du déjeuner, plutôt que de traîner à la cantine et dans la cour du collège, il m'a plutôt donné envie de faire de l'athlétisme. Ah ouais, génial. Ok. Donc t'étais un petit peu le chouchou du prof de PS et t'étais aussi un patient de rentrer en cours pour rejoindre les cours de sport, quoi. Ouais. Dans cette classe athlée, on avait 2 midis par semaine. On avait le footing du samedi matin. Après les cours, je me rappelle, on avait cours de 9h à 11h ou de 8h à 11h et on avait 11h, midi et demi course à pied. Ah, ça fait déjà un gros volume d'entraînement. Ouais. En plus des heures de PS, ouais, c'est sûr. Puis j'avais d'autres sports le mercredi. J'ai fait du kayak, j'ai fait du rugby, j'ai fait de la gym. Voilà, j'ai un peu touché à tout.
avant de trouver ma voie finalement dans le triathlon et dans les sports d'endurance particulièrement. Donc c'est vrai que ce prof de PS, j'étais loin d'être le chouchou, tu vois, comme tu disais, pour reprendre ce terme-là, parce qu'il y en avait plein d'autres qui étaient très bons. Lui tenait des cahiers à la main à jour avec les performances de ses élèves au collège. Il y avait vraiment les tablettes Pierre et Marie Curie avec voilà des jeunes qui ont marqué finalement des très bons résultats en javelot, en saut hauteur, en saut longueur dans la catégorie benjamine, minime garçon, minime fille et tout. Donc c'était étonnant, et il partageait sa passion, il était contagieux. Ok, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'avais l'impression que les profs d'athlé avaient pas trop envie de diriger leurs études, enfin on va dire leurs élèves vers le triathlon. Et que c'était qu'il y avait un peu une chasse gardée. Toi, comment est-ce que t'es venu au triathlon? Alors le triathlon, c'est pas venu du tout par l'école, c'est venu par le triathlon de Pont-de-Mer. Ouais. En fait, je te le disais, j'ai fait du kayak. Et quand j'ai fait du kayak, en fait, il y avait déjà le triathlon de Pont-de-Mer, épreuve régionale des premières heures, parce que le triathlon de Pont-de-Mer, les premières éditions ont eu lieu dans les années 80, donc peu de temps avant l'émergence du triathlon. Faut rappeler aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que le triathlon est né fin des années 70 à Hawaï. Donc l'année 80, c'est peu de temps après finalement. Et ce triathlon de Pont-de-Mer avait lieu proche de chez moi. Et un jour, je l'ai encadré sur l'eau. J'ai encadré la sécurité de la partie natation en kayak sur le plan d'eau Toutainville. Et j'ai vu tous ces pingouins, finalement, en tenue noire, sauter à l'eau au coup de la corne de brume et partir faire un parcours natation, courir à fond vers leur vélo, partir à vélo, revenir. Moi, j'étais descendu de mon kayak et je les voyais ensuite courir très vite avec des mecs affûtés, avec une attitude qui a fait naître en moi une sorte de rêve, d'envie. Et à l'époque, je n'avais que 14 ans et le triathlon jeune n'existait pas. C'était en 1994, même avant ça, 1992. Et il n'y avait pas de triathlon avant 16 ans. Je voulais m'inscrire, mais c'était interdit avant 16 ans. Ah ouais. Les triathlons promotionnels à l'époque, c'était 16 ans. Il fallait avoir 16 ans révolus pour pouvoir participer. Donc, j'ai pas pu commencer le triathlon plus tôt. Il n'y avait pas de structure à venir comme il y a aujourd'hui, ou des écoles de triathlon. On voit des jeunes s'initier au triathlon en piscine à l'âge de 6-7 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué le kayak et j'ai fait mon premier triathlon uniquement à 16 ans. Ok, génial. Et tu as dit à l'instant que t'étais pas spécialement doué, que t'avais pas spécialement les gènes du sport on va dire du sport d'endurance ou de l'athlétisme. À quel niveau t'avais du coup quand tu as commencé? Je faisais premier ou deuxième du cross du collège. On peut dire oui, c'est pas mal, c'est déjà des bons résultats, mais bon, je courais déjà avec mon papa. Je faisais un peu de rugby à côté, donc je pratiquais mine de rien la course. On sait que souvent les meilleurs crosseurs quand ils sont jeunes, c'est les footballeurs parce qu'ils sont beaucoup à courir. J'allais souvent à la piscine, mais je savais pas nager le crawl. Pour te donner une idée, gamin, et comme mon père m'a encouragé, j'avais une 4L break. Mes parents avaient une 4L break, là, les fameuses 4L, et mon père mettait le matelas dedans et je faisais les 24 heures de natation de Pont-de-Mer. Et donc c'était un truc, ma cousine a fait du sport, donc je baignais dans un environnement un peu sportif, et donc j'ai naturellement essayé ce truc-là. Alors les copains des fois commençaient avec moi au début de ces 24 heures et puis rapidement abandonnaient parce qu'ils étaient morts. Moi je dormais dans ma 4L, je repartais et j'avais fait 22 kilomètres une année, je sais plus quel âge j'avais, mais peut-être 12-13 ans en brasse en 24 heures. Mais c'était pas des qualités athlétique, c'était peut-être plus des qualités mentales. Quand j'ai quelque chose en tête, je lâche rien. C'est un peu, je suis un peu une sangsue quelque part en sport. J'estime pas avoir eu des qualités de vitesse ou d'endurance spécialement, mais j'ai fait je pourrais dire, je vais dire un gros mot, mais des conneries un peu comme ça parce que c'est pas très bien pour des jeunes trop tôt, pour les genoux, pour les cartilages de croissance, mais cependant, ça m'a donné le goût de l'effort. Ça m'a donné confiance en moi. J'étais quelqu'un de très timide. Je dis bien, je le parle au passé parce que le sport m'a permis de vaincre cette forme de timidité. Et avec un dossard, j'arrivais à m'exprimer, j'arrivais à
à faire des choses qui me semblaient tout simplement pour moi qui avaient du sens, voilà, qui étaient un peu extraordinaires à ma façon. Ok. Après, tu as fait du cross triathlon, mais du coup, est-ce que tu as commencé en faisant du triathlon normal, entre guillemets, hein, et est-ce que tu peux nous expliquer vraiment la différence? Parce que moi j'ai beaucoup d'amis triathlètes, mais du coup t'imagines, hein, on fait ça sur les formats classiques, on va dire. Est-ce que tu peux expliquer la différence, et toi, comment est-ce que tu as commencé et comment peut-être t'es passé de l'un à l'autre? En fait, on pense que j'ai fait en effet plus de Xterra et de cross triathlon parce que les plus belles lignes à mon palmarès sont dans ces disciplines-là. Ouais. Cependant, j'ai fait beaucoup plus de triathlon sur route. Okay. J'ai découvert ce sport-là un peu tard, pour différentes raisons qu'on parlera peut-être. Mais j'ai vraiment commencé par le triathlon sur route. Un de mes premiers triathlons, donc c'était le mari de ma cousine, Denis, faisait déjà du triathlon et m'a dit je te prends ta licence, faut que tu fasses ça, t'aimes courir, tu nages, t'es plutôt à l'aise sur un vélo. Au moins c'était là peut-être où j'avais un peu plus de qualité sur un vélo parce que j'étais toujours sur un vélo à sauter des trottoirs, à trouver le moindre saut ou la moindre côte en défi à monter avec les copains. Et donc je commence le triathlon sur route et je n'ai fait que du triathlon sur route et surtout du court distance, c'est-à-dire les fameuses distances sprint ou S. J'ai fait du triathlon, le fameux distance olympique, le court distance ou distance M. Bah pour les jeunes, c'est ce qu'on recommande, quoi. On les met pas tout de suite sur des grosses distances. Voilà, c'est ça. Et j'ai jamais été, l'Ironman m'a jamais fait rêver, bizarrement. Ouais. Et donc j'ai fait beaucoup de triathlon sur route avec l'armée. De toute façon, quand j'étais militaire, l'objectif c'était préparation olympique, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Grand Prix national avec le championnat de France des clubs de première division. Donc de toute façon, ça faisait déjà 20-25 triathlons par an. J'avais pas beaucoup de place pour faire etc. Mais il y a un moment donné, le triathlon VTT est devenu comme une évidence parce que je tournais un petit peu en rond justement avec ces épreuves multi-loop nationales ou internationales. Je plafonnais aussi. Parce que j'étais pas un pur nageur et donc je sortais pas premier pack, et même avec mes qualités vélo sur le plat, j'arrivais pas à rentrer sur la tête pour pouvoir m'exprimer, à jouer des places, des places sur le podium, de jouer la gagne. C'était pas possible. Donc je voyais bien qu'il fallait que je fasse autre chose. Et puis un jour, avec Olivier Marceau, avec Nicolas Lebrun, des grands ambassadeurs du triathlon en France, eh bien j'ai un jour essayé un Xterra en Sardaigne, et puis c'était les championnats d'Europe quand même, et puis je fais deuxième derrière Olivier Marceau. Donc je me suis dit finalement j'ai certainement des aptitudes dans ce sport, donc j'ai poussé ça les 3-4 dernières années de ma carrière. Ok, génial. Ouais, c'est une belle transition en tout cas. T'as mentionné du coup le format Xterra. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas exactement quelle est la différence. Est-ce que tu peux expliquer rapidement Ça reste les 3 disciplines du triathlon, donc la nage, le fait de pédaler, de faire du vélo, et le fait de courir, enchaîner. Il y a un chrono qui se lance au départ de la natation et qui s'arrête uniquement à la fin de la course à pied. Moi, j'aimais bien le sport nature. Le Xterra, c'est le côté nature du triathlon. Donc c'est natation en eau libre, donc lac, étang, rivière, mer ou océan. Le vélo, c'est du VTT, c'est pas du vélo de route, donc on sort des sentiers battus, on est plutôt en mode outdoor, mais sur des sentiers. Et ensuite course à pied, mais plutôt nature, trail, donc avec souvent plus de dénivelé, le côté un petit peu technique de ces sports-là qui fait que ça met beaucoup plus de fun. On peut comparer la course sur route et la course à pied trail, qui a un vrai engouement en ce moment, mais déjà depuis quelques temps. Il y a le côté fun. Il y a toujours la compétition, mais il y a vraiment un côté fun dans le sport nature. Voilà, il y a un côté c'est ça qui t'a attiré? Ouais, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Moi j'aime beaucoup dans le triathlon, c'est qu'on soit tous ensemble sur la même ligne de départ. Il n'y a pas de côté athlète de haut niveau
et de côté, on va dire sportif classique, amateur. On part tous sur la même ligne de départ, on a tous la même distance à parcourir, et ça j'aime beaucoup. Voilà, j'aime pas être parqué, j'aime pas le football par exemple où on doit mettre des grilles dans les stades et tout ça. Moi je suis vraiment pour côtoyer tout le monde et j'aime bien me retrouver comme sur un marathon. Ok, on peut être en première ligne quand on est en train de jouer la gagne, mais on est tous ensemble en train de faire la même course. C'est quelque part c'est populaire, même si tout le monde a des ambitions différentes. Ouais. Puis il y a quand même une ambiance assez bienveillante et assez chaleureuse, je trouve, dans les sports de course, que ce soit la course à pied. Effectivement, t'as mentionné sur une ligne de départ d'un marathon, ou même, je pense, effectivement, moi j'ai fait un petit peu plus les distances Ironman en triathlon. Tu vois, quand tu vas au village la veille de la course, il y a une super ambiance, les gens se parlent, se sourient. Bon, tout le monde est un petit peu dans sa bulle, mais il y a une atmosphère qui est quand même assez accueillante, je trouve, tu vois, par rapport au sport. Et moi, mes copains qui venaient me voir me disaient toujours ah ouais, c'est sympa quand même, les gens se parlent, tu peux aller côtoyer les grands champions, leur dire bonjour, tout le monde reste accessible et finalement on fait tous le même sport, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que le triathlon, peut-être plus que d'autres sports, j'ai côtoyé, je vais pas faire de discrimination, mais j'ai côtoyé d'autres sportifs dans d'autres sports. C'est structuré autrement et c'est vrai qu'il y a pas le même accès à la conversation avec les meilleurs. Moi j'aimais bien, etc. C'est qu'il y avait une partie, quoi. Il y avait une soirée de récompenses. On mettait pas uniquement les récompenses à la fin de la course, où voilà, on se retrouvait autour d'un buffet, autour d'une pasta party, avant ou après la course. Et il y avait pas de discrimination, il y avait pas de clan. Voilà, l'amateur venait communiquer avec le pro rencontrait d'autres personnes. Il y avait pas 3 gardes du corps. Voilà. Alors je pense que le sport, le triathlon en tout cas, et encore plus le Xterra parce que c'est une petite sphère. Le triathlon a beaucoup évolué. Hein. Ouais, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que ça s'est professionnalisé. Mais est-ce qu'on peut pas avoir un sport hyper pro de très haut niveau, parce qu'aujourd'hui les performances elles sont incroyables, mais avec on va dire on peut être sérieux sans se prendre, on peut être pro sans se prendre au sérieux, on peut être cool, on peut être accessible, on n'est pas obligé de devenir hautain avec un manque d'humilité parce qu'on est sportif de haut niveau. Après ça a beaucoup changé, tu vois, il y a les réseaux sociaux en plus, les sponsors mettent pas les mêmes montants qu'avant, tu vois, tout a changé. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie dans ce que je dis, même si je suis encore tout jeune et que j'ai pas connu ça, mais on le voit sur plein de sports effectivement où effectivement les mentalités ont un peu changé et tout le monde ne garde pas la tête froide. C'est un sport jeune encore, mais qui a vraiment cranté depuis que c'est aux Jeux Olympiques, depuis 2000. C'est vrai qu'au début c'était un sport d'aventurier. Il y avait beaucoup de triathlètes. Je pense au triathlon d'Étretat que moi je n'ai pas fait, mais que beaucoup ici en Normandie racontent encore cette histoire-là où les gars ils partaient en mer, ils savaient pas s'ils allaient revenir, quoi. Ils voyaient à peine la bouée, la première bouée, la mer était déchaînée. Le parc à vélo, les mecs qui traversaient le parc à vélo en étant sur leur vélo, le casque à la main. C'était un peu à l'arrache, c'était des aventuriers. Et c'était c'était pas select, mais la sélection elle se faisait quand même parce que peu osaient finalement prendre le départ. Voilà, c'était soit des gars qui venaient du vélo, soit des gars qui venaient de la natation. Aujourd'hui, on façonne des triathlètes. Les premiers purs triathlètes en France, ça a été Frédéric Belaubre, qui a pas fait de la natation et qui est venu au triathlon, qui a pas fait de la course à pied et qui est venu au triathlon. C'est qu'avec son père Georges, il est arrivé au triathlon en étant triathlète. Il a commencé jeune à nager, pédaler, courir. Et voilà. Et aujourd'hui, tous les meilleurs triathlètes sont comme ça. C'est pas des personnes qui viennent d'un autre sport. C'est comme des tennisman ou des tenniswomen. Ils ont appris à faire du tennis très très tôt. Donc automatiquement, ça a une évolution de ce sport. On est passé d'aventuriers à aujourd'hui des professionnels avec des courses que de pros et non pas des courses de masse.
Il y a des courses de masse où il y a des pros, mais de plus en plus, il y a des courses de pros d'un côté, des courses d'amateurs de l'autre. Voilà, l'argent, en effet, les réseaux sociaux, les sponsors. C'est une nécessité, mais il y a une grande ouverture dans le triathlon et ça, c'est même si tout le monde est un peu déguisé avec sa trifonction moulante, qui pourrait être digne d'une rave party. Mais en tout cas, c'est un très beau sport et ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais tenté, moi, j'ai un mot à leur dire, c'est vraiment accessible. C'est vraiment possible. Parfois, il faut lutter contre la phobie de l'eau, mais c'est un sport qui est une vraie introspection. Moi, j'en ai fait 350 environ, et ça m'a beaucoup apporté. En tout cas, ça apprend à se connaître. Et l'enchaînement de ces 3 disciplines, on va dire quasiment opposées, vraiment différentes, fait que c'est un vrai défi d'aller au bout de l'effort, mais c'est accessible. Faire un triathlon sprint, quelqu'un qui s'entraîne un petit peu, voilà, c'est bien plus dur de faire un marathon que de faire un triathlon. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Je dirais la première chose, comme ça, de but en blanc, c'est j'ai appris que j'étais capable. J'ai appris que en fait, on a des limites qui sont pas vraiment des limites. Ça peut être des limites physiques, ça peut être des limites mentales, ça peut être des limites liées à notre éducation, à nos croyances, mais que finalement ces limites-là, elles sont juste des indicateurs qu'on pense avoir. Moi, je pensais pas que j'étais capable de courir à 15 km/h après le vélo. Et puis finalement, j'ai couru à 16, j'ai couru à 17, j'ai couru à 18, j'ai couru à 19 et presque à 20. On connaît cette expérience récemment avec le marathon. On pensait pas que c'était possible de courir un marathon en moins de 2 heures. Alors certes, ils ont associé l'épreuve des 42 km 195 avec de la technologie, avec tout ça. N'empêche qu'il a couru de A à Z la distance en moins de 2 heures. Donc aujourd'hui, c'est des croyances et je pense que le sport m'a appris que si tu persévères, eh bien, si tu te remets en question, si tu cherches à progresser, si c'est pas sur le facteur vitesse, ce sera sur le facteur puissance, ce sera sur le facteur endurance, ce sera sur le facteur distance. Mais tu peux toujours progresser. Et je pense que toute sa vie, on peut progresser. Alors bien sûr, on pourrait dire, moi, par rapport au triathlon, je peux plus progresser aujourd'hui parce que j'ai été à haut niveau à 32 ans et que j'en ai 41. Mais qui sait, si je fais un Ironman, je peux progresser puisque j'ai jamais fait d'Ironman. Ah, peut-être petit défi que tu te lances à toi-même là. J'en suis loin encore. Mais là en plus je vois plein de on va dire il y a plein de champions je mets entre guillemets en retraite sportive, mais tu vois Lance Armstrong, Laurent Jalabert qui se lancent tous sur cette distance là un petit peu mythique. Peut-être que c'est bon, je te fais pas un appel du pied non mais je sais que tu prépares plein de choses, mais si on revient un petit peu à toi, à ton parcours, ton premier Xterra, tu fais vice-champion d'Europe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi? Parce que tu passes quand même de l'athlète voilà au niveau mondial mais qui peut pas aller chercher les premières places à le titre est là, quoi. En fait, je redémarre un nouveau sport. Je m'en rends pas compte avant, puisque avant je fais un peu de VTT, mais j'ai mon entraînement classique de triathlète sur route. J'arrive là-bas et je suis comme un gosse. Déjà avant la course, parce que tu regardes la pression de tes pneus, les choix de ton pneu, t'as un repérage du parcours. Tu sais, aujourd'hui, les courses sur route, elles sont aseptisées. Natation, c'est 2 tours de 750 mètres. Vélo, c'est 8 tours de 5 km, plat quasiment en aller-retour. Que tu sois à Paris, que tu sois dans une autre ville du monde, je sais pas, à Montréal, à New York ou à Rio, ça va être toujours pareil et tu vas avoir 4 tours de 2 km 5 à pied. Et donc, si t'es bon sur ce format-là, t'es bon partout. Après, il y a juste la météo qui peut changer, mais les triathlètes étaient tous les mêmes. Alors qu'en Xterra, t'as des parcours sablonneux, t'as des parcours montagneux, t'as la gestion de ton matériel, tu peux pas passer en force, tu vas casser ton matos, tu vas crever. T'as des natations en mer, t'as des parcours plus ou moins longs, t'as des trails plus ou moins durs. Et donc, je démarre un nouveau sport avec une certaine excitation du débutant. Et alors que j'étais dans une routine de faire course après course avec les mêmes formats, j'avais un côté excitant. Et en plus, la course se passe vraiment bien.
et je redémarre un nouveau sport. Je me dis mais c'est génial, les distances me plaisent, j'ai des capacités pour ça. Alors c'est peut-être le résultat qui m'a incité à aller plus loin, mais c'est marrant, c'est à quel point mon corps était tourné vers ce résultat, parce que quand je suis revenu l'année suivante sur cette course, je connaissais le parcours par cœur, alors que j'avais fait un tour de reco et 2 tours de course, et je m'en rappelais quasiment à la racine près, au rocher près. Je me rappelais du rythme du parcours. Et ça s'est dilué après, ça c'est pas arrivé à nouveau, mais simplement parce que je pense que tous mes sens étaient réorientés vers un nouveau sport, vers d'autres paramètres. Ça a permis quelque part de réinventer, de me relancer dans ma carrière. Voilà, en VTT, il y en a peut-être qui sont évidemment passés du cross-country à peut-être du marathon, et qui donc ont revu un petit peu leur entraînement, ou la course à pied, de la course sur piste à la route, puis au trail. Et finalement, ça m'a permis de garder, après 15 ans de carrière déjà quand même si elle a commencé tout doucement, ça m'a permis de relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges, d'avoir à nouveau une excitation, et finalement de sortir d'une certaine routine. Ouais, j'imagine. Mais en plus, là, je discutais avec un trailer et je lui demandais un petit peu c'est quoi la différence avec quelqu'un qui fait de la course à pied. Il me disait effectivement, t'as peut-être cette partie fond qui est la même. Tu vas travailler ta VMA, ta technique de course, mais il y a toute la partie jeu, plaisir et ressenti avec la nature qui est complètement différente, et ça, c'est complètement quelque chose de complètement nouveau, quoi. Le temps passe plus vite. Chaque course a sa particularité. Un marathon est un marathon. D'accord, le parcours est pas le même à Rotterdam ou à Paris, mais un marathon, c'est tu te bats contre toi-même, contre un chrono. Moi, j'ai du mal à me battre contre un chrono quand même. J'aime plutôt l'esprit de compétition envers moi-même et envers les autres. Moi, je suis un compétiteur, je me compare beaucoup, et je préfère le défi de battre des adversaires plutôt que de courir contre la montre. Je pense que j'aurais du mal, et c'est très difficile. Je l'ai fait une fois et ça a été très difficile. Et donc là, t'as le dénivelé, t'as d'autres facteurs extérieurs qui font que tu pars sur peut-être 4 heures, 10 heures de course sur un trail, ou un Xterra c'est entre 2 et 3 heures, parfois un petit peu plus. Eh bien, voilà, que tu sois à Maui, ou que tu sois en Sardaigne, ou que tu sois dans les forêts autrichiennes, bah, c'est différent. Voilà, le parcours est différent, le matos à gérer, le dénivelé, la gestion de l'effort, voilà. Et ça, c'est ce qui fait que t'es pas en train de, voilà, un 100 mètres, il est partout pareil. Un sprinter, c'est partout pareil. C'est un 100 mètres. Lui, il se prépare à quelque chose qui est exactement à reproduire de manière automatique. Tu peux pas faire un Xterra en mode pilotage automatique, c'est pas possible. Ok, ouais, je vois bien un peu l'image que tu veux en dégager. Et après, tu te lances à fond dans le Xterra et dans le cross triathlon. Tu fais beaucoup de résultats. Et qu'est-ce que tu te dis un peu à ce moment-là? Est-ce que tu t'es quand même arrivé quasiment au sommet de ton art, parce que t'es vice-champion du monde? Est-ce que tu te dis c'est bon, j'ai atteint le niveau que je voulais avoir? Est-ce que il se passe quoi un petit peu dans ta tête quand t'as toutes ces médailles et quand tu commences à vraiment tout gagner? On s'en lasse pas. Je dirais, on commence par là. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Franchement, ça me fait plaisir. On s'en lasse pas. Tu peux pas être blasé de ça. Ouais. Tu peux pas être blasé de ça. C'est pas possible. Alors bon, deuxième, c'est pas premier. Hein. Moi, j'ai eu une petite période d'hésitation en disant est-ce que je fais l'année de plus? Il y a un concours de circonstances. Moi, j'ai un contrat militaire qui s'arrête en début 2011. Ouais. Je veux assurer ma reconversion. Je sais que mon contrat, il sera pas renouvelé. Parce que, mine de rien, avec l'armée, l'objectif, c'était préparation olympique. Donc, moi, je sortais un petit peu du cadre avec le Xterra. L'armée n'a jamais soutenu la pratique de l'Ironman ou la pratique du Xterra, parce que, mine de rien, ça reste des labels privés. Mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, l'armée te soutient quand t'es sportif militaire de la défense. Tu avais un contrat pro du coup avec l'armée, ouais. Ouais, moi j'étais sportif de haut niveau de la défense, officier, j'étais lieutenant, donc j'étais déjà un peu plus regardé qu'un militaire du rang. Et je prenais une place très clairement au régiment de quelqu'un, mais c'était pour représenter le régiment et l'armée de terre sur les compétitions nationales et internationales. Et donc eux m'obligeaient à faire le circuit classique, c'est-à-dire le circuit fédéral, le plus loin possible.
et demander des comptes sur mes résultats. Donc au début c'était cool, fallait représenter le régiment sur des courses locales, et puis petit à petit ça s'est durci parce que l'armée a revu ses effectifs, l'armée a revu ses moyens, et aujourd'hui des sportifs de haut niveau de l'armée, quel que soit le sport, il y en a quand même de moins en moins. Nous au régiment il y a plus d'équipes, alors que quand j'ai démarré on était quasiment 10 dans différents sports. Donc là je faisais pas à temps plein que du Xterra. Je faisais toujours des courses à Sartrouville ou avec le Rouen Triathlon, les courses nationales et fédérales. Mais j'avais en effet pris une partie de mon calendrier avec des courses internationales en Xterra. Je suis pas allé au bout des choses. Parce que tu peux jamais aller au bout des choses. Comme je te disais, il n'y a pas de limite. J'aurais pu faire une saison de plus pour être champion du monde, parce que j'ai quand même fait là-bas 15, 6 et 2. Donc c'était bien parti pour faire premier la 4e année, mais j'aurais pu aussi abandonner sur un problème mécanique, on n'en sait rien, je peux pas réécrire l'histoire. Aujourd'hui je n'ai aucun regret par rapport à ça, parce que de toute façon ça a été ma décision, et elle n'a pas été imposée par autre chose que ma décision. Et du coup finalement j'avais 32 ans, j'étais encore fort. On a vu des gens comme des athlètes comme Nicolas Lebrun ou Olivier Marceau durer bien plus longtemps et faire de très belles perfs. D'ailleurs, aujourd'hui, le seul Français qui a été champion du monde de Xterra, c'est Nicolas Lebrun en 2005. Je fais 2e, et cette année, on a un jeune là qui a fait, je crois que c'est Serrière, qui a fait 3e, non 2e également. Donc il y a que 3 Français qui ont fait podium. Et du coup, voilà, est-ce que t'es arrivé au bout de tes capacités ou pas? Je te dirais, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour exploiter mon potentiel. J'ai fait des semaines de 50 bornes de natation. J'ai fait des grosses semaines de vélo régulières à faire entre 12 et 15 000 km de vélo par an. Je courais à la limite de la blessure. J'étais quand même très souvent blessé, entre 70 et 100 km de course à pied par semaine, en plus du vélo et de la natation. Voilà, j'étais au rupteur. J'ai été souvent à la limite du surentraînement. J'ai fait des super résultats. Aujourd'hui, voilà, je pense que je suis allé au bout des choses. Maintenant, on n'en est jamais sûr. On n'en est jamais sûr. Maintenant, peut-être que je me réconforte en me disant que de toute façon, j'ai fait le maximum. J'ai saisi des opportunités comme l'armée, comme STAPS, qui m'ont permis de m'exprimer pleinement. J'aurais pu ne jamais rencontrer ces profs de PS, j'aurais pu arrêter le sport, j'aurais pu rencontrer une copine qui n'était pas du tout sportive et qui m'incite à voir autre chose que le sport. Le monde est fait d'opportunités, notre vie est fait de choix, et il y a un moment donné, j'ai fait les bons choix, en tout cas par rapport au triathlon. J'aurais pu jamais goûter au Xterra en me disant non, l'armée refuse que j'en fasse et j'accepte ce statu quo. J'ai tenté, j'ai osé, j'ai gagné 2 fois le circuit européen, j'étais 4 fois champion d'Europe de Xterra ou de cross triathlon, et cette place au deuxième au championnat du monde, c'est pas mal. Voilà, c'est je m'en satisfais. De toute façon, maintenant ce chapitre-là, il est fermé. Ok. T'as mentionné Staps, t'as mentionné Saint-Cyr. C'est un peu, tu me tends une perche pour un petit peu la deuxième partie un peu de l'interview sur lequel je voulais te parler un petit peu de ta reconversion. Je vois que t'as fait beaucoup d'études, c'est assez rare pour des sportifs de haut niveau, ou en tout cas que t'as essayé de suivre des cursus dans ce niveau-là. Et t'as aussi mentionné que t'avais fait beaucoup de rencontres qui t'avaient beaucoup apporté. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur effectivement le fait de suivre un petit peu un parcours universitaire et sur les rencontres que ça t'a permis de faire? Je pense que c'est totalement compatible. Faut pas croire que pourtant le triathlon c'est un sport chronophage, mais je pense pas que de penser que triathlon dès le plus jeune âge ce soit bon pour notre équilibre. Aujourd'hui, je suis entrepreneur à temps plein et je reproduis un petit peu ce que j'ai fait dans le haut niveau en tant qu'entrepreneur. Je fais quand même du sport à côté, j'ai quand même une vie de famille à côté et je pense pas qu'à mon entreprise. Je pense qu'il faut pas être extrémiste là-dedans et je pense que c'est tout à fait possible de faire quasi toutes les études, je pense, parce que c'est vrai que des études comme médecine, ingénieur ou qui sont quand même très chronophages. Moi, j'étais en STAPS quand même. Je vais pas dire que c'est une garderie d'étudiants, mais quand même, c'est pas des études très difficiles. Si on apprend bien à s'organiser, si on apprend bien à être efficace à l'entraînement, et aujourd'hui, on est en train vraiment d'aller sur des méthodes d'entraînement plus courtes et plus productives. Comme quoi? Comme le vélo.
Le vélo, on a pensé à un moment donné que plus tu faisais de bornes, plus tu étais fort. On regardait un petit peu le compteur au mois de mai, au début de la saison, et puis on disait, ah ouais, toi t'as 5000 bornes, ah ouais, moi j'en ai que 1000, et donc celui qui en avait fait 5000 était plus fort que celui qui en a fait 1000. Aujourd'hui, avec les techniques d'entraînement à haute intensité, avec des phases d'échauffement, de récupération et des variations d'intensité, on arrive à avoir un niveau de forme bien supérieur à ceux qui font uniquement du volume. Sinon, le plus fort, le meilleur mondial serait celui qui accepte la plus grosse charge d'entraînement ou la plus grosse quantité d'entraînement. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on pensait que c'était un sport très linéaire, quoi. Plus tu t'entraînes, plus t'es fort. Aujourd'hui, les charges d'entraînement, je pense, ces 20-30 dernières années ont même eu tendance à diminuer dans les sports d'endurance. Les marathoniens aujourd'hui courent pas autant que Zatopek, qui faisait il faisait 100 fois 400 sur la piste à l'allure du marathon. Faut imaginer, ça fait 40 bornes. On fait plus des trucs comme ça. On va à l'essentiel, on joue sur les temps de récupération, on joue sur la préparation physique en salle, on va jouer sur de la proprioception, on va jouer sur plein de choses. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait possible de mener de front des études. Je dirais dans des sports comme le triathlon, parce que la maturité en triathlon, elle est entre 20 et 30 ans, parfois un petit peu plus. Mais si on est déjà bon à 20 ans en faisant des études, de toute façon, il vaut mieux faire des études si on a besoin et selon ce qu'on veut faire derrière, pour justement continuer sa carrière et avoir à la fois un bagage universitaire qui aujourd'hui quand même peut justifier pour un emploi, pas dans tous les cas, mais peut justifier. Et derrière, ça permet d'avoir un bon équilibre et de pas penser que triathlon. Moi, j'ai vu des triathlètes se déchirer seuls ou deux triathlètes en couple de haut niveau se déchirer parce que ils vivaient uniquement triathlon. Ouais. C'est hyper chronophage. T'as trois sports en un. T'es obligé de t'entraîner sur les trois. Il y a du coup le temps de travail qui augmente, le temps de récupération qui augmente, le temps de préparation de ton équipement, d'apprentissage qui augmente. Donc, tu prends un coureur à pied de haut niveau, s'il court 2 fois par jour, ça lui prendra toujours moins de temps qu'un triathlète même amateur qui prépare un Ironman. Ouais. Un triathlète amateur qui prépare un Ironman, il va faire un entraînement moyen de 15 heures. Un coureur à pied qui court 15 heures la semaine, c'est complètement différent. Et puis en triathlon, faut aller à la piscine, faut revenir, faut se changer, faut se rééquiper. En ce moment, tu prends bien un quart d'heure à te préparer pour monter sur le vélo. Faut entretenir ton vélo, faut changer des pièces. Tu perds du temps par des crevaisons, par de l'entretien. Tu as la course à pied. Enfin, tout ça mis bout à bout, les séances d'étirement et tout, fait que ça prend énormément de temps. Alors que même le cycliste qui fait même volume horaire, il fait une sortie vélo, ça dure 4-5 heures, il a fait son volume de la journée. Alors que quand tu fais 4-5 heures en triathlon, si tu fais 3 heures de vélo, 1 heure de course à pied, 1 heure de natation, automatiquement l'amplitude horaire elle est plus grande parce que tu as toute cette logistique pour passer d'une discipline à l'autre. Ouais, tout à fait. Mais du coup, on va parler un petit peu de gestion du temps et d'organisation. En quittant ta carrière, tu as très rapidement monté une société dans le domaine du sport. Tiens, je vais te laisser la présenter et nous dire un petit peu ce que c'est. C'est une société, c'est un registre du commerce et des sociétés, on va dire ça, c'est le nom de l'entreprise, c'est 2B Équilibre. C'est vrai que dans ma reconversion, moi, ce que je savais faire, c'était le sport. Donc j'ai pensé que à l'époque, ce serait là où j'aurais le plus de capacité. Donc j'ai fait du coaching personnel, j'ai fait des plans d'entraînement, j'ai travaillé des entreprises locales comme des grosses entreprises locales comme Matmut et Ferrero, où j'accompagnais les collaborateurs dans la forme et le bien-être par le sport, marche nordique, course à pied, circuit training, des choses comme ça, là où j'avais des compétences. Tu leur faisais des programmes de coaching, d'entraînement? J'allais dans l'entreprise. Okay. Des entreprises comme ça, on pensait depuis bien longtemps que c'était important d'avoir une salle de sport dans l'entreprise, que c'était important d'avoir une garderie dans l'entreprise pour apporter du bien-être aux collaborateurs et leur faciliter la vie. Et donc, je partageais des séances de sport avec des collaborateurs de ces entreprises-là. Mais rapidement, je me suis senti plutôt salarié qu'entrepreneur. Parce que j'étais obligé d'y être de telle heure à telle heure. Et finalement, j'ai plus préféré avoir de la flexibilité avec des plans d'entraînement. Donc, j'ai coaché des gens.
Mais pareil, l'expérience a fait que j'ai eu du mal à être derrière un ordinateur, à faire des calculs, à faire des tableaux Excel, à faire des plans d'entraînement et tout ça. Donc petit à petit, j'aimais beaucoup l'ergonomie cycliste. Donc j'ai positionné des gens et je positionne toujours des gens sur leur vélo pour de manière optimale pour que ça fasse quelque part un système corps-machine. Moi, j'adapte surtout le matériel. L'ergonomie, c'est ça. J'adapte le matériel à l'humain. Donc, toi, t'es triathlète, t'as pas les mêmes besoins en termes de position par rapport à ton niveau de performance que un senior qui vient de s'acheter un beau vélo pour sa retraite et qui va faire du cyclo-santé avec ses copains retraités, ou un VTTiste qui envisage de faire des marathons ou des compètes. Donc ça, c'est pour les auditeurs qui comprennent, enfin, qui ne font pas de vélo. La position sur le vélo, c'est vraiment une science, c'est un art, c'est au millimètre près, parce qu'effectivement, ça permet déjà de protéger sa santé et d'être beaucoup plus efficace. Donc c'est réservé à des pros. Voilà. C'est on peut le vélo, c'est vite fait. On fait 10 000 coups de pédale sur 2 heures à peu près de vélo. Ouais. Donc si ton pied, comme il est attaché avec les pédales automatiques, il fonctionne pas dans son axe naturel, que le genou est contraint à chaque coup de pédale parce que la selle est trop haute, trop basse, trop avancée, trop reculée, on va se faire mal, on va avoir mal d'un point de vue ostéo-articulaire, d'un point de vue musculaire. Et un vélo, c'est pas un engin de torture, c'est quelque chose qui nous procure de très belles sensations. Enfin, moi, j'adore parler des sensations que procure le vélo. Et donc voilà, je règle à peu près 300 clients par an sur l'ergonomie, donc à la maison médicale du sport à Rouen. Okay. Je me déplace aussi en région parisienne à Versailles très souvent. Et après, avec mon épouse, on développe des circuits de distribution dans le domaine de l'équilibre alimentaire livré à domicile. Donc des denrées alimentaires à haute valeur ajoutée qu'on amène directement auprès du client pour améliorer sa nutrition au quotidien. Voilà, on a tous des défis au quotidien pour bien manger. On manque souvent de temps, on manque souvent de bonnes matières premières alimentaires. Tout s'est appauvri en termes de densité nutritionnelle dans nos matières premières, fruits, légumes, céréales, viande, poissons. Les mers se vident de poissons, donc les poissons qui ont des vertus nutritionnelles, on a de moins en moins de qualité parce que ça devient d'élevage et que les bons poissons finalement se font rares ou alors au pire ils sont intoxiqués aux métaux lourds. Donc aujourd'hui, on amène une forte valeur ajoutée en termes de services et en termes de produits à des consommateurs qui veulent tout simplement mieux manger. Alors bien sûr, on a tous plein d'objectifs différents. Ça peut être la performance sportive pour toi, comme ça peut être un meilleur sommeil, un meilleur contrôle du poids. Et donc voilà, on s'est associé avec une entreprise et un fabricant français, avec des denrées alimentaires françaises justement pour distribuer une gamme innovante dans le domaine de l'équilibre alimentaire. Ok, ça s'appelle comment si les auditeurs veulent le retrouver? Alors la gamme s'appelle Biotisané, avec une provenance, donc une fabrication française à côté de Strasbourg. Ça existe depuis 16 ans et puis comme je sais que les gens aiment bien des chiffres, c'est un produit aujourd'hui, peut-être ils en ont jamais entendu parler parce que on fait pas de pub à la télé, on fait uniquement que du bouche à oreille, de la recommandation comme tu fais toi Barthélémy. Et il y a eu 500 millions de repas déjà vendus en 16 ans, donc il y a un vrai savoir-faire. On parle des food tech aujourd'hui, on a vraiment quelque chose. Je reviens des États-Unis et il y a une vraie demande. C'est très difficile aujourd'hui d'allier plaisir alimentaire, plaisir gustatif, plaisir culinaire. C'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, on reprend, je suis désolé, j'ai eu une petite coupure de batterie et du coup la question a été interrompue. On va essayer de la reprendre. Du coup, tu nous disais que vous développez plusieurs gammes, qu'il y a un vrai besoin. Tu reviens des États-Unis où tu as découvert que en food tech il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, qui sont vos clients et pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir et comment est-ce que vous vous démarquez, on va dire? En fait, aujourd'hui, moi je suis persuadé que cette gamme apporte à tout un chacun qui mange, donc ça concerne vraiment tout le monde. On voit des problématiques aujourd'hui de santé sur le long terme qui sont juste des mauvaises habitudes alimentaires qui font que l'organisme a moins de ressources pour se défendre. Une vitamine, c'est un élément indispensable à la vie, à la croissance, à la reproduction. Il y en a de moins en moins dans l'assiette. On a vraiment des carences aujourd'hui qui s'installent. Donc les jeunes, quand on voit les habitudes alimentaires des jeunes, les problématiques de poids quelque part, parce que quand on fait une relation alimentation, on la fait tout de suite cette relation avec la gestion du poids, mais on peut très bien ne pas avoir de problème de poids,
de pas avoir une génétique qui prend du poids facilement, mais pour autant avoir des vrais problèmes de déficience alimentaire. Donc finalement, nos clients, par des choses, parfois des problèmes de santé qui arrivent pas à 20 ans ou à 30 ans, mais qui arrivent plus tard, ou il est quasiment trop tard pour rattraper 20 ans ou 30 ans d'erreur. Voilà, aujourd'hui, je donne encore un chiffre, mais un enfant de 8 ans, il a consommé autant de sucre que ses grands-parents dans toute leur existence. Ouais. Parce que du sucre, il y en a à chaque dessert, il y en a à chaque repas, à chaque collation, à chaque petit déjeuner, il y en a partout. Même dans plein d'autres produits cachés. Qui sont salés. Ouais, exactement. Je regardais, je prends l'exemple du jambon ou du blanc de dinde sous vide, tu vois, qui est recomposé, qui est tout rose, tout beau et tout. Tu regardes dedans, ils trouvent le moyen de te mettre du lactose, du gluten et du sucre. Hein, donc voilà. Bah oui, parce que le sucre enlève toute amertume. Quelqu'un qui aime pas les endives, il suffit de faire un bon assaisonnement un peu sucré et tout de suite les endives sont meilleures. Ouais. Voilà, donc c'est pas très compliqué, ils l'ont compris. Et c'est un produit qui coûte pas cher pour l'industrie agroalimentaire. Mais en tout cas, voilà, tous nos clients, ça peut être des sportifs parce qu'ils ont pas toujours le temps de bien manger. Et ils veulent du bon carburant. Donc là, on a quelque chose de complet de chez complet qui apporte tout ce dont le corps a besoin en macro et en micronutriments. On a une sécurité alimentaire, c'est important de le dire, des certifications antidopage, une traçabilité exemplaire. On a même été mesuré là depuis quelques temps. On a mesuré dans chacun de nos produits jusqu'à 613 pesticides différents parce qu'on a constaté qu'il y avait une problématique, y compris dans le bio, c'est que on s'autorisait plein de choses. Et que le bio, c'est ce qu'on estimait être le mieux. Mais finalement, plein de gens nous ont dit un jour, ouais, mais mes pommes, elles sont mieux que bio parce que les pommes, elles sont chez moi et elles sont entièrement naturelles et je mets rien dessus. Alors, c'est vrai, il y a moins de produits phytosanitaires dans le bio, mais il y en a quand même. Et au bout du compte, quand on consomme le produit, s'il a été cueilli depuis 3 semaines, 1 mois, il n'y a pas une sécurité, enfin, il n'y a pas une assurance qui ait les vitamines et minéraux. En fonction des semences, en fonction de la durée de consommation entre la cueillette et le moment où on va croquer dans le fruit ou dans le légume. Et nous, on apporte à la fois cette sécurité et à la fois cette assurance avec des denrées alimentaires françaises qui sont en plus délicieuses. Donc, je pense, et de mes voyages ces dernières années, et depuis 8 ans que je cherche quelque chose de mieux, parce que je pense qu'il ne faut pas accepter ce statu quo. Et ce qu'on peut faire mieux, je trouve que ce fabricant français, aujourd'hui, se remet en question depuis 30 ans et a apporté quelque chose de vraiment innovant. Et je pense que petit à petit, ça doit rentrer dans les placards pour notre capital santé, pour notre forme et bien-être, et pour, on va dire, le côté pratique aussi au quotidien, de dire, j'ai pas le temps, plutôt que de défoncer un paquet de gâteaux, le plateau de fromage, ou un grignotage qui va juste apporter du plaisir et une satiété, mais rien d'autre, on peut avoir le plaisir, la satiété et quelque chose de nutritionnellement optimal. Ok. C'est quoi le produit de la gamme que toi tu préfères et que tu consommes le plus ? Alors j'aime beaucoup Énergie Diète, saveur café. Moi, c'est mon petit déjeuner tous les matins. Je prends ça avec un fruit de saison et 1 ou 2 tartines de pain beurre salé. Voilà, il y a des habitudes qui se gardent. Et du coup, j'ai plus de fringales dans la matinée, mais c'est vraiment ma saveur préférée. Après, ma fille Clémence, c'est plutôt cappuccino. Et puis Virginie, en ce moment, elle a un faible pour la saveur du moment qui est pomme cannelle. C'est une saveur de saison. Donc finalement, ce qui est bien, c'est qu'il y a du salé, du sucré. Les trailers notamment qui font des épreuves longues aiment beaucoup la saveur taille parce que elle est légèrement relevée, elle a du goût. Et tu sais comme moi, quand tu fais un triathlon longue distance ou quand tu fais une épreuve qui dure, t'en as marre du sucré, t'en peux plus de ces gels, t'en peux plus de tout ça. Nous, on apporte des choses salées, sucrées, comme on veut finalement en fonction de son appétence du moment. Il y a des moments où on veut du sucré, des moments où on veut du salé. Et on est capable de proposer, je te montrerai tout à l'heure le super beau livre de Johanna Le Pape. C'est une championne du monde des arts sucrés qui revisite notre gamme dans les cuisines, puisque c'est une base alimentaire Énergie Diète qui se cuisine. Donc on peut faire le fameux repas sur le pouce de type fast-food mais équilibré, mais on peut se faire aussi quelque chose de gastronomique. Ouais. Pour des amis, pour la maison, et tout en apportant plein de bonnes choses pour notre organisme pour avoir une forme olympique. On va arriver en l'année olympique, l'année 2020. Donc c'est important d'être en forme. Voilà. Ok, super. Et moi, je voulais te demander, puisque tu as mentionné Virginie, ta femme, qu'est-ce qui vous a amené à monter une société ensemble ? Parce que c'est assez atypique. Étant entrepreneur, des couples d'entrepreneurs, il y en a certains, mais il y en a peu. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ensemble et comment est-ce que vous trouvez votre équilibre aujourd'hui ? Alors Virginie avait de vraies attentes. Moi, j'avais entamé ma reconversion, donc j'avais pas spécialement d'attente. J'avais déjà ficelé
mon projet à la fin du triathlon, mes 2 dernières années de triathlon, en fin de compte, je pensais déjà à après, parce que j'avais cette échéance de la fin de mon contrat militaire et je savais qu'il fallait que je bascule après sur autre chose, donc j'avais anticipé. Donc j'étais concentré en 2011 sur ma reconversion. Et Virginie, mon épouse, elle était salariée, elle a fait différents métiers en tant que salariée avec plus ou moins de responsabilités, et elle en avait un petit peu marre de plafonner au niveau de sa carrière professionnelle. Elle était vraiment limitée, elle pouvait pas grimper dans la hiérarchie avec plus de responsabilités, et elle est plutôt ambitieuse dans le travail, je dirais même très ambitieuse, et elle n'arrivait pas à passer ce palier. Et donc, elle avait envie d'entreprendre. Ma mère l'avait vraiment découragée, qui a eu plusieurs magasins de vêtements dans les bonnes années, 70, 80, 90. Et elle l'a vraiment découragée. Elle lui dit, ah, tu sais, le stock, le banquier, les salariés, c'est vraiment compliqué, réfléchis à 2 fois. Voilà, parce que c'est bien, tu seras à ton compte, tu seras ta propre patronne, mais je peux t'assurer que tu peux avoir la belle vie en tant que salarié. Donc, elle voulait entreprendre, mais elle savait pas quoi. Et on nous a été recommandé auprès d'un ami qui avait fait ses études avec Virginie, et donc Joachim, qui avait démarré l'aventure justement avec cette gamme de rééquilibrage alimentaire Biotissané, nous a dit, vous voulez entreprendre, moi j'ai un projet à vous proposer sans risque qui vous permettra de voir si l'entrepreneuriat est fait pour vous. Dans un premier temps, vous quittez pas votre emploi, vous faites ça en plus. Je vous accompagne, je vous aide à réussir, je vous aide à vous former, je vous aide à apporter vraiment de nouvelles compétences chez vous. Et puis, si vous aimez ça, vous pourrez aller là où vous avez envie d'aller, sans limite. Voilà, parce qu'il y a des perspectives vraiment importantes. Tu te doutes bien, l'équilibre alimentaire, c'est aujourd'hui, il y a des personnes comme Bill Gates, Leonardo DiCaprio qui mettent des millions d'euros ou de dollars dans les food tech pour apporter de l'alimentation santé et de développement durable, parce que on est 8 milliards sur Terre et que voilà, il faut vivre avec les ressources de la planète. Donc il y a des vrais défis. Je sais pas si dans 10 ans on mangera des criquets, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, nous, on est sur ce credo-là et le projet nous a plu. L'équilibre alimentaire me parlait de par ma reconversion. On a estimé qu'on avait du potentiel. On était accompagné, il n'y avait pas de risque. Virginie a rapidement quitté son emploi. Et puis finalement, j'ai associé mes activités à la sienne, puisque cette activité-là était la sienne au début, pour que petit à petit, moi, je glisse de plus en plus à ses côtés. Et je conclurai sur ce sujet-là que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui travaillent ensemble, parce que c'est un vrai défi que d'harmoniser le yin et le yang, le féminin et le masculin dans le fait de travailler ensemble. En tout cas, c'est un modèle que je trouve très inspirant, moi, déjà parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'entrepreneuriat et déjà ça fait du bien, comme ça reste quand même un milieu assez masculin. On parlait tout à l'heure de Coup d'État et The Family. Ils essayent de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin en ce moment et des modèles de couple, il y en a pas, mais ça peut exister, quoi. Et je pense que pour ma part, vu que j'investis dans des sociétés, on investit très rarement dans des gens qui sont tout seuls. On investit dans des équipes et généralement, pour moi, un couple, c'est, tu vois, si un couple décide de monter une boîte ensemble, c'est que vraiment le couple est solide et que l'équipe va fonctionner. Et bon, c'est pas à toi que j'apprends ça. Mais en tout cas, du coup, je trouve le modèle hyper inspirant et j'espère que vous tiendrez que vous allez tout déchirer, quoi. On a déjà déchiré pas mal de choses. On a voulu mettre le feu à Rouen. Je fais une anecdote. On a voulu mettre le feu à Rouen. Voilà, ces derniers temps, on a réussi. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est plutôt, malheureusement, on fera pas de la pub pour cette entreprise qui a mis le feu à Rouen avec tous les problèmes de pollution et tout. Mais en tout cas, on a parlé de Rouen en ce moment, ces derniers temps, à cause de ça. Et c'est vrai qu'en couple, moi, je pense vraiment que les femmes sont autant ambitieuses que les hommes. Les femmes ont vraiment leur place dans le travail, dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, et qu'aujourd'hui, c'est encore une fois nos croyances. Voilà, je sais que les femmes ont tendance à être moins écoutées que les hommes, alors que on se rend compte vraiment que tôt ou tard, les femmes ont eu raison de nous faire changer d'avis, d'apporter leur propre point de vue. Moi, c'est là où j'ai dû travailler, hein. Mon ego de sportif de haut niveau, il a été nécessaire, mais il a été aussi nécessaire de le mettre de côté parce que il y a eu de l'électricité entre nous, hein. Ça a fait quelques orages des fois entre Virginie et moi, mais par contre, voilà, on essaye de s'aligner.
on essaye vraiment de travailler du mieux possible ensemble, cette collaboration, et je pense que ça rejoint toutes les attentes. De plus en plus, les jeunes, quand tu vas dans les écoles de commerce et tout ça, et je parlais avec une intervenante dans les grandes écoles de commerce, elle disait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent pas travailler dans des grosses boîtes. De plus en plus, les jeunes, ils veulent monter leur boîte, ils veulent monter leur start-up. Cependant, ils veulent pas se retrouver ensemble. Donc, ils veulent travailler de manière indépendante, mais avec d'autres indépendants en collaboration, sous le format de l'entraide, sans jugement, faire du brainstorming, vraiment des vraies réunions productives où t'es pas en train de pas amener ton idée parce que c'est une idée que ton supérieur va récupérer et tout ça. Ce management-là, très vertical, il est condamné. Les entreprises comme ça vont périr si elles s'adaptent pas. Et moi, j'aime beaucoup notre projet parce qu'on est indépendant, mais on travaille avec d'autres indépendants. Il y a beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de jugement. Il y en a qui vont doucement, il y en a qui vont vite. Quoi bon, il n'y a pas besoin de se comparer. L'essentiel, c'est de chercher soit à s'améliorer. On en parlait tout à l'heure sur la reconversion. Moi, je cherche constamment à m'améliorer, à progresser, même si c'est difficile, même s'il faut revenir sur des habitudes qu'on pensait bonnes, mais qui étaient peut-être bonnes à un moment donné et qui aujourd'hui, il y a des nouveaux outils. Aujourd'hui, il y a toujours des réticents du smartphone, mais aujourd'hui, ils finissent finalement par en acheter un parce qu'il n'y a rien d'autre que des smartphones. Tu vois, on n'a plus de téléphone fixe à la maison. Les temps changent, le monde change et il faut s'adapter. Il ne faut pas se dire c'était mieux avant. Moi, je suis sûr qu'on est dans un monde vraiment d'opportunités. Moi, j'ai soif d'entreprendre comme j'ai entrepris dans le sport. J'ai soif de rencontrer de nouvelles personnes comme toi. Moi, je trouve que cette expérience du podcast est absolument excellente. C'est un super support. Et d'ailleurs, j'en ai écouté plusieurs, comme je t'ai dit, avant qu'on convienne de ce rendez-vous. Et voilà. Et les femmes ont toute leur place dans l'entrepreneuriat, ont toute leur place. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on est fin novembre, les femmes travaillent pour la gloire, alors que les hommes continuent d'être rémunérés. En plus, j'en profite pour en glisser un petit message sur les auditeurs. J'ai plus de mal à trouver des femmes sportives de haut niveau qui veulent venir témoigner. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que il y a aussi je pense la discrétion. Il y a des femmes qui ont peur de prendre la parole. Il y a aussi des femmes qui gèrent pas leur image elles-mêmes et qui passent par des agents, des intermédiaires. Et effectivement, je suis pas toujours à l'aise avec ces interlocuteurs-là et c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, je passe un petit appel à arrêter de me recommander des messieurs. Je cherche des femmes et je cherche à garder la parité. Bon, sur cette petite parenthèse, je voulais te poser une dernière question par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que il y a des choses de ta carrière de sportif concrètes que tu utilises aujourd'hui dans ta carrière d'entrepreneur? Oui, je m'en suis pas rendu compte au début. Parce qu'au début, j'ai juste uniquement pensé à ma capacité à travailler. Parce que j'ai fonctionné de manière quantitative et non pas qualitative. Mais il y a un moment donné dans l'entrepreneuriat, il faut chercher des leviers. Il faut chercher à augmenter ta capacité à occuper le terrain, à toucher de nouveaux clients, à toucher de nouveaux partenaires. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait travailler plus pour gagner plus finalement. Et il y a un moment donné, tu peux pas. Il y a un moment donné, tu peux pas parce que tu peux le faire à certains moments où automatiquement tu as des charges de travail importantes, comme tu as des grosses semaines d'entraînement. Mais il y a un moment donné, tu peux pas être tout le temps à fond. Et aujourd'hui, le burn-out existe bien entendu chez les entrepreneurs, même s'ils ont du sens dans leur travail parce que c'est eux qui décident. Mais ils sont parfois pris au piège. Et finalement, où il a fallu que je me remette en question, c'est comme dans le sport, en disant arrête de penser que tu peux pas progresser plus en natation parce que t'as pas été nageur plus jeune. Arrête de croire que ta PMA, maintenant que t'as 30 ans, elle peut pas progresser. Et dans l'entrepreneuriat, ça a été pareil. Arrête de croire que tu peux pas te remettre en question avec l'organisation. Moi, je lis beaucoup de choses sur le fait de pouvoir progresser dans mon organisation. Et je me rends compte que je fais beaucoup plus de choses, que j'ai beaucoup plus de temps. Je fais plus de sport qu'il y a 2 ou 3 ans grâce à l'organisation. Donc, c'est notamment un paramètre comme celui-ci. Et je dirais ce qui a été plus facile et le plus évident, ça a été le mental. Ouais. Créer une entreprise ou développer même sa carrière professionnelle quand on est ambitieux et qu'on veut monter dans les échelons de l'entreprise, c'est mental. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut gérer les bas, il faut trouver des ancrages pour vraiment garder le focus, garder le cap. À ta gauche, là, tu as pas loin d'une centaine de bouquins. Tu vois, Le léger avantage, La force du focus, La magie de voir grand. C'est des livres que les athlètes américains lisent beaucoup
mais pas les athlètes français. Et je pense qu'encore en France, on n'a pas cette culture du développement personnel. On est encore un petit peu trop à avoir des préjugés sur la préparation mentale, sur la préparation neurolinguistique. Aux États-Unis, ils sont hyper calés en nutrition, hyper calés en préparation mentale. En français, on est encore en train de jurer par viande blanche, pâtes et huile d'olive, et que les aliments gras font grossir. Enfin, je caricature, mais il y a quand même beaucoup de ça. Tous les sportifs américains se complémentent. Légalement, c'est des compléments alimentaires à base de plantes, à base d'acides aminés, c'est pas des trucs illégaux et des produits dopants, mais c'est évident. Et donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, moi je le vois comme ça, c'est du sport de haut niveau. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui monte sa start-up, qui monte sa petite TPE, qui a l'ambition, comme Steve Jobs à l'époque, de réinventer le monde, il a fait du sport de haut niveau. Il a bossé dur, c'est sûr. Il a eu de l'abnégation, de la persévérance. Il a dit non à certaines choses. Il a refusé des invitations et des soirées parce qu'il devait bosser. Donc, il y a vraiment un parallèle. Moi, je dis souvent que ce que l'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est du sport de haut niveau. Ok, bon c'était ça m'inspire beaucoup en tout cas, et je rebondis sur effectivement le développement personnel. Tu vois, pour avoir maintenant rencontré plein de sportifs de haut niveau, je constate aussi qu'il y a un manque de culture sur le développement personnel, s'entraîner à être plus productif, plus concentré, à développer sa vision. Souvent c'est j'ai un coach, mais on ressent peu d'autonomie, tu vois, alors que tu montes ta bibliothèque, le savoir est disponible partout, sur des livres, sur internet, dans des podcasts. Il y en a qui écoutent que de la musique, il y en a d'autres qui vont écouter des podcasts. Moi aujourd'hui, quand je me déplace en voiture, j'écoute pas la radio qui nous amène pas mal de choses négatives. Je vais écouter un podcast, je vais écouter une vidéo ou un audio inspirant. Je vais écouter un livre audio. Mais aujourd'hui, je suis vraiment pas un sachant. Je sais des choses, mais je suis beaucoup plus un apprenant. Je pense qu'on a tout à y prendre et la sagesse passe par là. Donc j'ai que 41 ans, mais j'ai appris pas mal de choses par le sport, par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en effet, on a de la culture générale grâce à l'école, mais on nous apprend pas à être entrepreneur, on nous apprend pas à être organisé. On nous dit quoi faire, mais on nous donne pas vraiment de l'autonomie là-dessus. Et on nous prépare pas mentalement à la vie. Je dirais qu'on nous apprend des choses, on nous donne des informations, mais la vie c'est pas ça. Tu le découvres toi en tant qu'entrepreneur aussi, et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont envie d'aventure, ont envie de défis sportifs. C'est parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'apprendre sur eux-mêmes, ils ont envie de découvrir des choses, ils en ont marre de la vie aseptisée, métro, boulot, dodo, où tout est un petit peu cadré, tout est un petit peu planifié. Laissons de la place à tout ça parce qu'on a des capacités illimitées. Je crois qu'on utilise moins de 5% des capacités de notre cerveau si on écoute des personnes comme Idriss Aberkan ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Bon génial. Le temps avance pas mal. Je termine généralement par quelques petites questions. Tu peux y répondre rapidement ou pas. C'est à toi de voir. On joue le jeu. On joue le jeu. Tu vas voir, c'est assez marrant. C'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée, c'est quand j'ai apporté quelque chose à quelqu'un d'autre. Ok, super. Ton meilleur souvenir de sport? Mon premier titre européen en triathlon, etc. En Sardaigne, j'ai des photos de ça. Je me les repasse de temps en temps quand j'ai un petit coup de bourdon. C'est pas de la nostalgie, c'est une forme de nostalgie, mais c'est des moments où tu te sens vivant. Ouais. T'as un pire souvenir à raconter? Ouais. Une épreuve de cœur, le triathlon de Pont-de-Mer. J'avais envie de bien faire, j'avais envie de gagner. J'étais en pleine bourre à l'entraînement, sauf que j'étais dans un jour sans et j'ai abandonné. J'avais pas de jus, rien, et j'ai rebondi puisque la semaine suivante j'étais champion d'Europe de Xterra pour la deuxième fois, mais ce jour-là, c'était l'enfer. J'avais mes proches, mes amis, je voulais faire bien, je m'étais mis la pression alors que c'était une course régionale, mais je suis complètement passé à travers et ça, j'ai eu du mal à digérer, à avaler la pilule. Ok. C'est quoi la meilleure ambiance sportive que t'aies vécue? La meilleure ambiance sportive que j'ai vécue, c'est des épreuves collectives avec Sartrouville. C'est la Coupe de France des clubs. On est 5 au départ, tu sais, en natation. On doit être 3 à l'arrivée et on doit vraiment s'entraider.
et on avait roulé mais comme des dingues. Notre sponsor Mavic nous avait donné des roues lenticulaires. C'était il y a quelques temps maintenant, hein, c'était 2005 je crois ou 2006. On avait battu les fameux clubs de Beauvais Triathlon et Poissy Triathlon qui glanaient toujours les premières places. Et il nous avait un petit peu mis au défi. On avait gagné la main haute avec 5 Français au départ. On avait roulé, mais on tirait des bouts droits à 50-55 au plat. Et gagner collectivement dans un sport individuel, c'est quelque chose de grisant. À partir du moment où tu le partages, de toute façon, c'est l'effet décuplé. Ouais, c'est clair. C'est qui la personne que tu admires le plus? J'admire beaucoup un type que vous connaissez tous plus ou moins certainement, c'est Cédric Fleurton. D'accord. C'est un gars avec qui j'ai fait beaucoup de triathlon à Sartrouville, qui a beaucoup de valeur, qui vient de faire encore 5e ou 4e sur le Xterra à Maui au championnat du monde. Il a gagné beaucoup de courses en trail, il a 50 plus que moi, donc il a 46 ans. Il est en forme, il est très transparent, il met ses analyses de sang, il a développé la lutte antidopage avec Christophe Basson. C'est quelqu'un qui a un vrai moteur, qui a des vraies capacités, mais surtout qui est hyper cool. Et lui, par contre, il a tout compris, quoi. J'aime beaucoup. Je le vois malheureusement pas assez souvent, mais je lui fais un clin d'œil. Je suis sûr qu'il écoutera ce podcast. Ça marche. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois heureux. Je me vois surtout avec une fille qui aura 23 ans. Donc, on en a qu'une. Et je me verrai surtout avec Virginie à parcourir la planète, à parcourir la planète pour donner des solutions dans le domaine de l'équilibre alimentaire, susciter des vocations, remettre des gens en forme. Une petite anecdote là-dessus par rapport à notre gamme, mais récemment une amie vient à la maison, elle me dit grâce à toi, c'est vrai que j'ai cette maladie de Crohn, mais grâce à toi, grâce à la tolérance de cette gamme, grâce à sa digestibilité, eh bien j'ai arrêté mon traitement. Voilà, je peux mieux m'alimenter, je me sens mieux nutri, je me sens mieux. Et aujourd'hui, j'aime apporter aux autres. Et du coup, je pense que je me verrais bien un peu globe-trotter, puisque on aura une vie de deux jeunes adultes, c'est en couple. Et donc, de toute façon, on a un défi, nous, avec Virginie, c'est de se marier tous les 10 ans, de se remarier tous les 10 ans. On l'a déjà fait une première fois au début, on s'est remarié au bout de 10 ans. Et là, on ne l'a pas fait à Las Vegas il y a 15 jours, mais on y retournera dans 7 ans peut-être, ou au milieu du désert ou ailleurs. Mais c'est sûr qu'on va remettre les choses à plat régulièrement tous les 10 ans. Donc 10 ans, c'est pas n'importe quoi, c'est un gros cap. J'aurai 51 ans. Donc je pense que la vie, elle sera cool, ouais. Je retiens ce conseil de remettre les choses à plat tous les 10 ans avec sa compagne. Ça me donne des idées. Tant mieux. Il y a un livre, un film ou un podcast que tu recommandes à tout le monde? Bonne question. Moi, j'ai évidemment, je vais t'en donner 2. J'ai un truc qui me passe à travers la tête, c'est le vélo de Guylain Lambert. Ok. Mais ça, j'ai entendu parler. Ouais. Ça, je le mets de côté. C'était pas ça que je pensais en premier. Après, moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup parlé parce que on se rend pas compte, mais dans la vie, quand on veut avancer dans le sport, dans sa vie de couple ou dans sa vie personnelle en général, eh bien, on se trouve souvent des excuses. Et moi, il y a un petit bouquin qui s'appelle « Il était une fois une vache » qui m'a beaucoup parlé. Voilà, je vous laisserai le découvrir, mais c'est un petit bouquin que tout le monde peut lire, un ado aussi. On a tous puis peut-être parce que je suis normand, une vache, ça nous parle. Et donc, dans ce bouquin, on y apprend que on a plein d'excuses. Nos excuses, ce sont des vaches, et qu'à des moments, il faut tuer sa vache parce que ça nous empêche d'avancer, quoi. Donc pas de je pense que c'est un bouquin. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je pense que je me suis construit non pas avec un seul ouvrage ou avec un seul mentor. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. J'ai aussi essayé de mettre de côté tout ce que je devais mettre de côté. On voyage avec nos valises, hein. Donc ce bouquin m'a beaucoup parlé. Voilà, j'encourage les gens de le lire. On a l'impression qu'il est écrit pour nous. Ok, génial. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Ouais. Je pense que j'ai toujours quelque chose à combattre à l'intérieur de moi. J'ai toujours envie de faire plaisir. J'ai toujours envie d'être aimé, même si j'ai plein d'amour. Mais j'ai jamais envie de décevoir. Donc j'ai toujours un petit peu une peur, je pense, du jugement, la peur du rejet.
Voilà. Mais j'y travaille. Ok, bon, merci pour ta transparence. Où est-ce que les gens peuvent te suivre et suivre un peu ton actualité? Je mets pas mal de choses sur Instagram. Donc, en tapant Francky Batelier, ils vont me retrouver. Et puis, il y a à peu près l'équivalent sur une page Facebook. Voilà, Francky Batelier également. Il y a mon compte perso et il y a ma page. Ils peuvent me suivre là-dessus. Et puis après, je me déplace pas mal. Donc, dans différentes régions de France. Je serai ce week-end à Aix-en-Provence, par exemple. Donc, moi, je suis toujours prêt à rencontrer les gens. Stas, c'est toi qui es venu à moi, mais je veux aussi à la proximité des gens. Donc, s'il y a des choses à travers ce podcast qu'ils ont envie de creuser, de développer, eh bien, je me ferai un plaisir de leur apporter des réponses. Trop cool. Bon, du coup, avant-dernière question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est vas-y, fonce. C'est bien un conseil de triathlète. Ouais, dans la vie, il faut oser. Tu connais cette phrase de tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais de Xavier Dolan. Je pense qu'aujourd'hui, c'est certainement un mal français qu'on est en train tous de combattre. C'est le fait d'oser. Quand t'aimes pas ce que tu fais, change et ose, quoi, fais autre chose. Donc si t'as envie de faire quelque chose, il faut un peu réfléchir, il faut analyser, mais il faut pas que analyser, il faut aussi réfléchir avec son cœur et qu'à partir du moment où on le sent, voilà, il faut le faire, il faut aller au bout des choses, parce que si tu le fais juste pour survoler, personne n'a jamais réussi quoi que ce soit juste en regardant ou en survolant. Il y a un moment donné, il faut être aligné un petit peu tête, cœur et tripes, quoi. Ouais. À un moment donné, il faut que ce soit aligné. Donc, je dirais, ouais, vas-y, fonce. Génial. Je te le disais, du coup, la dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un sportif que tu connais et que tu me recommandes d'interviewer sur le podcast? Ouais. Je l'ai pensé au début tout à l'heure. Malheureusement, je vais te décevoir. Je pensais à un mec, un type bien qui vient de faire un résultat, de malade. Ouais. C'est Pierre Gasly. Okay. Voilà, c'est quelqu'un que je connais plutôt bien. Je l'ai positionné sur son beau vélo, et parce qu'il fait du vélo pour son entraînement physique et notamment. Et puis je l'ai suivi un petit peu en préparation physique quand il faisait du karting à l'époque, malheureusement, parce qu'après il est rentré dans des grosses structures et tout ça. Donc je pense à Pierre qui vient de faire deuxième et son premier podium sur un Grand Prix de F1 quand même. Mais en off, je pourrais peut-être te donner une autre idée sur la championne notamment. Alors c'est en on du coup, mais la championne du monde des arts sucrés, parce que elle envisage vraiment la pâtisserie comme du sport de haut niveau. Ah ouais, pourquoi pas. Donc pourquoi pas, elle est très sympa, elle est parisienne. Elle bouge beaucoup, elle revient de Shanghai, je crois. Et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Elle a une ambition débordante, et je pense qu'elle peut, à tout un chacun qui t'écoute et qui nous écoute, apporter énormément de choses à travers un podcast. Super. Merci beaucoup, Francky. Avec un vrai plaisir. Ça a été, j'ai pas vu le temps passer, et c'est toujours sympa de pouvoir apporter quelque chose, comme les autres podcasts à la fois précédents et suivants nous apporteront aussi à tout un chacun. Ok, merci beaucoup, plaisir vraiment partagé. C'était génial, tu t'es beaucoup livré, et je pense que ça sera un des meilleurs épisodes en tout cas. Merci beaucoup à toi, Barthélémy. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!